Otep, cher Kamit, aujourd'hui, je vais faire un partage avec vous en ce qui concerne le lien entre kémétisme, culte des crânes, ou alors culte des ancêtres, le fétichisme et les pratiques liées aux morts. Est-ce que, parce que vous êtes dans ce type de pratique-là, vous êtes d'office taxable ou alors qualifiable d'être kamit? Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, d'entrée de jeu, il est important de définir qu'est-ce que c'est que le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres, ce n'est pas forcément un culte dans lequel il faut adorer les ancêtres. Il ne faut pas comprendre cela. Il ne faut pas comprendre le culte des ancêtres comme un culte où il faut adorer les ancêtres. Le culte des ancêtres, c'est un culte pendant lequel on rend plutôt hommage aux ancêtres de façon symbolique, une façon de dire que nous reconnaissons que vous avez été avant nous, vous avez précédé sur cette terre. Nous vous remercions de ce que vous avez fait pour la nouvelle génération et nous vous envoyons notre amour. Voilà, c'est très simple. Voilà ce qui est en grosso modo dans le culte, comme il faut comprendre le culte des ancêtres. Donc, on rend juste hommage aux ancêtres. Et pour le faire, on va utiliser un peu de vin, un peu de fruits, un peu de céréales. J'en fais des libations. Voilà, en ce qui concerne le culte des ancêtres, très simplement. Alors, le culte des crânes, qu'est-ce que c'est? Le culte des crânes, c'est une pratique qui est faite dans le but de rendre hommage aux membres de la famille qui est parti. Vous savez, moi, je suis d'origine du Cameroun, plus précisément de l'Ouest Cameroun, et dans ma région, dans mon village, on pratique ce rite, dans ce culte, le culte des crânes. Nous pratiquons cela. Et j'ai déjà assisté à maintes fois à ce rite. Parce que j'ai assisté il y a cela plusieurs années à ce rite pendant lequel mon papa, il retirait le crâne de mon grand-père. Donc on était tous là. On a ouvert la tombe, on a ouvert le cercueil et on a retiré le crâne. Par la suite, ce crâne a été mis sur les feuilles de bananier et arrivé à l'entrée de la salle des crânes, où il y a les crânes de plusieurs générations, il a fait un rite pour demander l'autorisation. Il a fait un petit rituel, une petite forme de divinisation pour demander l'autorisation aux autres ancêtres de faire introduire le nouveau crâne. Il fallait qu'ils prennent des feuilles, qu'ils les jettent et la façon que ça tombe, ça devait signifier oui ou non. Il a fait à 3 reprises et ça a signalé et ça a signifié oui. Et puis le crâne a été pris, plus tard ça a été nettoyé, lavé avec d'autres produits et tout ça, et ça a été installé. Et puis il y a une fête à cet effet. Donc c'est quelque chose qui a été fait assez simplement. Bon, qu'est-ce qu'il faut noter sur le rituel des crânes? Ce qu'il faut noter sur le rituel des crânes, c'est que c'est pas n'importe quel crâne, c'est pas n'importe quel crâne qui est sorti de la terre. Parce que tout cela va dépendre de la vie de l'individu. Est-ce que il a été positif pour la communauté? Est-ce qu'il mérite le statut d'ancêtre? Parce que ce rituel consiste à ancestraliser le membre de la famille qui est parti. Donc ça veut dire qu'il a rempli les conditions pour être ancêtre et puis pendant le rituel, son crâne sera enlevé. Mais on va attendre d'abord environ 9 mois à 1 an minimum, le temps que le soleil, la lune purifie par sa lumière, purifie donc cette conscience-là, cette personne-là qui est dans l'intérieur. Donc une fois que cette personne-là sera purifiée pendant des mois, voire des années, on va dans le moment venu
On va donc retirer et on va le faire intégrer la case des crânes. Donc c'est une forme de résurrection, c'est une façon de le reprendre, de le prendre pour le faire réintégrer la lignée familiale de façon concrète. Bon, donc comme je disais tantôt, dans ce type de pratique, il y a assez de magouilles parce que il y a des gens qui font partie de cette société secrète qui peuvent donc, une fois que ces crânes-là ont été retirés et mis dans un endroit, il peut donc utiliser ces crânes à mauvais escient. Il peut les utiliser pour des buts personnels. Donc c'est là que commence le danger dans ce type de pratique. Et une fois que celui qui fait partie de la famille et parallèlement aussi est membre de certaines sociétés secrètes, il va utiliser certains codes pour utiliser ces crânes-là dans des buts personnels. Et là, c'est là que commence dans le vampirisme et une certaine forme de programmation égoïste. Donc la personne pourra donc utiliser ces énergies-là pour des buts personnels. Et ce terrain sera miné d'un endroit qui est supposé être un endroit où sera donc symboliquement poser les crânes des ancêtres de la lignée pour pouvoir avoir un contact direct énergétique avec eux. Cet endroit maintenant va être autre chose parce que l'un des membres de la famille qui est membre de certains clans va utiliser certains codes pour pouvoir utiliser ces esprits-là pour son but personnel. Et un point aussi qui est à noter, c'est que toutes les personnes qui sont mortes n'ont pas le statut d'ancêtre. Comme je disais tantôt, ça dépend de la vie de la personne. Celui donc qui est mort et qui n'a pas rejoint le village invisible des ancêtres devient une âme errante. Et il pourra même prendre d'autres formes, énergétiquement parlé. Et celui-là va être très nocif pour le vivant. Parce qu'il est dans une fréquence de désordre énergétique. Il est une fréquence de désordre et toute personne qui entreront, tous les gens qui vont entrer en contact donc avec cette personne-là, cette personne-là de la famille qui est décédée, vont juste se faire vampiriser, ils vont se faire manipuler négativement. Quand vous allez donc faire certaines formes de sacrifices telles que certaines formes de sacrifices ou certaines formes d'offrandes telles que offrir du sel, offrir de l'huile, offrir peut-être des arachides, des céréales, faire des libations, ça c'est assez suffisant pour un ancêtre. Donc quelqu'un qui fait partie de votre lignée et qui a rejoint le village des ancêtres. Ce type d'offrande est valable et assez suffisant. Mais pour certains êtres qui n'ont pas atteint donc cette dimension-là, qui n'ont pas atteint celui-là des ancêtres-là, pour certaines âmes errantes, pour certains esprits, pour certaines personnes donc qui de leur vivant n'ont pas été assez positifs et qui à leur mort sont devenus des êtres nocifs, un coq égorgé sera le bienvenu, un poulet égorgé, sacrifier un porc, une vache, tout ça sera le bienvenu pour ces êtres-là. Ils ont besoin de ce type d'énergie-là. Mais cet ancêtre qui est dans un plan de fréquence élevée n'a pas besoin du sang animalier. Parce que vous allez juste convenir avec moi que ce n'est pas une pratique qui doit être dite kamite. Sacrifier les animaux n'importe comment. Ça ne va pas être dit comme pratique kamite parce que vous avez juste une chèvre qui passe là, on l'arrête et on coupe la tête, donc on la tue sans autre forme de procès. Alors que le kamite, normalement, comme je le dis toujours, respecte toute vie. Avant de tuer un animal, il sait qu'il y a un rituel à faire. On ne tue pas un animal n'importe comment. Et ceux donc qui sont dans ce type, ceux qui sont dans un type de rituel de crâne, ou alors de rituel ancestral de contact avec les ancêtres, ceux qui sont dans ce type de contact nocif, iséphétique, désordonné, cela, c'est la façon très simple de les déterminer. C'est-à-dire que moins de rituels qu'il faut faire, égorger la vache, la chèvre, le porc et tout ça, verser du sang animalier. Alors, quand vous entrez en contact avec les esprits qui sont dans les fréquences assez hautes, ils n'ont pas réellement besoin de ces sangs d'animaux-là.
Voilà, ça c'est un point. Un autre point également, il y a comment dire, il y a les miroirs, hein, des techniques qui sont utilisées aussi avec des morts. Il y a les miroirs, par exemple. Des miroirs qui ont été utilisés, par exemple, dans des cercueils. Il y a des cercueils qui sont faits avec des miroirs. Après qu'on enterre, on casse. Mais quand on va les terrer, ce miroir-là peut être utilisé pour faire des choses très, très magiques. Très, très spéciales. Je n'ai pas dit positif, je parle de spécial, donc particulière. Il y a par exemple des miroirs des voitures accidentées. Une voiture qui a fait l'accident, une moto qui a fait l'accident. Avec ce miroir-là, on peut faire des choses. Également, il y a une façon de préparer également ce type de miroir, des miroirs en les faisant, en les déposant sur la tombe de certaines personnes. Donc, on a déposé le miroir sur la tombe avec certaines préparations. Et tous ces types de miroirs-là vont consister à fabriquer ce qu'on appelle les miroirs magiques, les miroirs de voyance. Parce qu'il y a certaines personnes, vous allez faire la voyance, on vous met le miroir, ils vont utiliser ces miroirs et vont vous détailler toutes vos vies et tout ça. Donc, dans ces miroirs-là, vous croyez qu'il y a l'esprit de quoi à l'intérieur? Ce n'est pas l'esprit d'un pigeon, c'est pas un esprit de, je sais pas, c'est pas un esprit d'arbre ou bien je sais pas trop quoi. Non, c'est un esprit, c'est un esprit humain. Pour parler de façon très simple, c'est un esprit humain. Ça veut dire que soit on a utilisé donc un miroir qui sort d'une tombe, soit un miroir qui sort d'une voiture qui a eu un accident où il y a des morts, soit on va prendre un miroir qui a été travaillé sur une tombe. Donc, ce type de miroirs là vont servir pour la voyance. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc? On va utiliser donc abusivement l'esprit d'une personne décédée pour pouvoir voir certaines choses, pour pouvoir faire certaines consultations, certaines pratiques, parce que ça c'est fait, c'est réel. Voilà également une pratique qui n'est pas matique, parce que là, vous violez certaines lois, au lieu que la personne qui est décédée soit dans un autre plan de conscience, en train de suivre son cheminement, on l'a donc emprisonné et il l'utilise donc comme outil pour faire la voyance. Conséquence, il y a des problèmes dans la vie de celui qui fait cette pratique. Ça, c'est une conséquence. Tôt ou tard, il aura des problèmes sérieux dans sa vie. Parce que cet esprit-là va se révéler. Pareillement, avec certaines pratiques dites fétichistes, comment dire, certaines pratiques de fétiche, voire de fétichisme. Parce que certaines personnes vont penser que parce que vous êtes fait de fétichisme, vous êtes kamite. Quelqu'un me disait un jour, un kamite, c'est un spécialiste en fétiche. Il dit, en tout cas, c'est pour toi là-bas. Parce que il y a certaines pratiques qui freinent le développement. Comme par exemple, celui qui passe le temps à utiliser les miroirs magiques, il aurait mieux travaillé sur son propre corps, développer ses propres capacités. Par exemple, travailler son troisième œil et il allait être capable de pouvoir faire des visions. Hein, de pouvoir avoir des visions, de pouvoir faire des consultations de voyance et autres sans avoir besoin d'utiliser l'esprit d'un mort pour pouvoir le faire. Parce que ça, c'est des choses qui ont des conséquences également graves dans le futur. Il y a donc également, voilà, je parlais dans les fétiches, voilà, il y a certains fétiches, comme je l'ai dit dans l'une de mes anciennes vidéos, c'est un fétiche qui demande des reliques humaines. C'est un fétiche demande des reliques humaines. Peut-être il faut les cheveux d'un albinos, peut-être il faut les cheveux d'un fou, peut-être il faut les os de ceci, il faut certaines parties. Vous avez suivi, vous suivez depuis quelques années là, on parle beaucoup des crimes rituels, Cameroun, Gabon, voilà, Sénégal, donc en Afrique centrale et tout ça. Donc c'est certaines parties humaines qui sont demandées dans certains rites qui sont pratiqués par, entre guillemets, certains marabouts africains. Ou alors certains membres de certaines loges qui vont pratiquer dans certains rituels dans lesquels ils vont demander des reliques, des organes humains. Quand vous avez, par exemple, ce qu'on appelle le nkisi, donc c'est une forme de statuette dans laquelle, avec laquelle vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Vous avez une statuette pour que vos affaires fonctionnent, vous avez une statuette pour que
vous soyez prospère dans n'importe quel domaine. Voilà. Pour vous protéger certains endroits et tout ça. Donc dans cette statuette-là, il y a... Qu'est-ce que vous croyez qu'il y a à l'intérieur? Ce n'est pas l'esprit d'un pigeon ou bien d'un canard, non. C'est les esprits humains comme à l'intérieur. Alors, est-ce que celui donc qui fait ce rituel, est-ce qu'il a un laboratoire où il fabrique les humains qu'il télécharge dans ces objets-là? Non. Il va juste, voilà, on va payer quelques petits voyous là, ils vont arrêter une petite fille, un petit enfant, on va, voilà, et puis on va prendre, et puis on va faire le rituel qu'il faut, et l'esprit sera dans la statuette, on va vous appeler, oui, votre statuette est prête, on vous envoie à votre adresse, vous avez la statuette, et vous allez utiliser, mais après quelques temps, cet esprit-là va se retourner contre vous. Donc ça, c'est pas des pratiques kamites. C'est des pratiques qui sont faites en Afrique et dans d'autres continents également. Pareillement avec les miroirs, c'est fait en Afrique, en Inde, un peu partout. Mais ce n'est pas des pratiques kamites. Parce que ce n'est pas des pratiques qui visent à l'évolution de l'âme. Au contraire, ça vous empêche même de travailler. Parce que vous croyez que vous êtes arrivé, vous êtes victime d'une autosatisfaction. Vous croyez que vous êtes satisfait, vous êtes... voilà, c'est déjà bon pour vous, vous êtes déjà très bon. Vous pouvez voir même ce que quelqu'un a mangé hier, vous pouvez voir telle ou telle chose, mais le prix à payer est lourd. Parallèlement, vous allez commander des gris-gris, soi-disant, vous voulez vous protéger, vous blinder, protéger votre maison, vous allez commander des statuettes, vous ne savez pas ce qu'on a mis à l'intérieur, vous allez utiliser ça, après quelques temps, vous aurez des retombées, vous aurez des problèmes. Parce qu'il y a des gens, on va les parler, on va les expliquer, ils vont dire ils maîtrisent, mais après, ils vont se retrouver avec d'autres problèmes et pour trouver la solution, ça sera difficile de trouver, et après, ça sera difficile de trouver la solution. Parce que vraiment, vous avez utilisé certains esprits et vous avez déjà une dette. Parce que dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Même quand vous contactez vos ancêtres, c'est pas gratuit. Parce que quand vous contactez vos ancêtres, c'est une relation bilatérale. Vous les apportez, vous faites des libations, vous les apportez, vous faites des offrandes pendant une certaine période, mais eux aussi vont vous apporter parce qu'ils vont vous passer des messages dans les rêves pour vous avertir de cette situation. Ils vont vous guider, ils vont vous éclairer. Donc, c'est une relation bilatérale. Parce que là même, c'est vos ancêtres. Donc, si c'est des esprits donc, avec lesquels vous n'êtes pas supposé être liés, ça sera encore plus compliqué. Voilà. Donc, pour finir, il y a également cette histoire de poussière, hein, la poussière des cimetières, la cendre des cimetières. Ici, je veux parler du cimetière même de façon globale, je veux parler de caveau familial. Ça veut dire que, voilà, vous vivez en Occident et vous avez fait un petit hôtel rituel. Vous allez faire, vous êtes un jeune kamique, vous avez fait un petit rituel. Vous avez mis l'encre, vous avez mis certains trucs et photos des ancêtres, entre guillemets. Et vous avez cet endroit-là comme votre hôtel qui va vous permettre d'entrer en contact avec vos ancêtres. Et quand vous allez aller donc en Afrique, vous allez prendre la terre dans le caveau familial et emmener chez vous. Laissez-moi vous dire que c'est une pratique très, très dangereuse. Parce que dans ce caveau familial-là, on n'est pas sûr à 100% que tous ceux qui sont là-bas ont le statut d'ancêtre. Il y en a dans ce caveau familial-là qui sont des âmes errantes. Parce que, bon, voilà, quand ils sont morts, peut-être vous étiez peut-être musulmans, ils étaient peut-être musulmans, ils étaient peut-être chrétiens, ou ils étaient dans les loges, ou ils étaient dans les clans de sorcellerie, ou bien, je sais pas. Donc, ce qui fait que, à leur mort, il n'y a pas eu, certains rites n'ont pas été faits pour les équilibrer avant de les envoyer dans la lumière chez les ancêtres. Donc, c'est devenu des âmes errantes. Et vous, maintenant, qui allez donc aller prendre cette cendre pour la mener chez vous, dans votre hôtel, vous allez donc consciemment hanter votre maison. Même si le mot hanter est fort, vous allez consciemment polluer votre maison. Parce que là maintenant, ces êtres-là qui sont errants, quand ils auront besoin d'énergie, ben, ils vont se servir sur vous. Parce que vous êtes vous êtes le meilleur greffage possible. Parce que c'est votre lignée, c'est votre sang. Ils ne peuvent pas correctement vampiriser un voisin ou quelqu'un de loin. Ils peuvent bien vous vampiriser parce que vous êtes bien compatibles. Ils peuvent donc avoir une possession. Ils peuvent avoir un cas de vampirisme
parce que effectivement vous êtes lié et c'est vous qui allez chercher cela. Donc vous pouvez vivre tranquillement bien chez vous en France ou aux États-Unis, je ne sais pas trop. Et vous lancez, vous dites bon voilà, je vais devenir Camille, je vais faire la société africaine. Et quand vous rentrez donc en Afrique, vous allez chercher donc la cendre dans les caveaux familiales pour amener chez vous dans votre appartement en France ou aux États-Unis. Mais par la suite, vous êtes surpris que voilà, vous commencez à avoir des rêves bizarres, vous commencez à avoir certains problèmes. Et c'est pas parce que vous allez entrer dans le caveau familial que ces esprits-là vous veulent tous du bien. C'est compliqué ce que je dis là. Parce que beaucoup de gens pensent que oui, bon, comme c'est mon arrière-grand-père, comme c'est mon arrière-grand-père, arrière-grand-mère, effectivement, si j'entre en contact avec elle, elle va m'aider. Oui. Mais il y a aussi un mais. Parce qu'il faudra savoir, si elle atteint un statut ancestral, oui, elle va vous aider. Mais si c'est pas le cas, si elle-même est dans la merde, elle ne va pas vous aider. Au contraire, elle va puiser en vous pour continuer son chemin. Elle va alors faire des réparations, elle va puiser en vous pour faire des réparations. Donc, pour conclure, que de jouer les apprentis sorciers, il faudrait, à un moment donné dans votre vie, décider de vous former, d'apprendre correctement les choses et de les faire correctement comme il le faut. Et c'est pourquoi nous avons mis sur pied une école initiatique en ligne. Notre site c'est www.karmit avec K et S à la fin. Pendant cette initiation-là, nous donnons une formation qui dure 3 mois de cours intenses et un suivi d'1 an. Et pendant cette formation, nous allons vous apprendre à la base comment être en bonne santé, comment vous rééquilibrer énergétiquement, comment prendre contrôle de vos différents corps, comment entrer en contact avec vos familles spirituelles, donc que ce soit ange gardien, que ce soit ancêtre, guide spirituel. Nous allons vous apprendre comment effectivement prendre conscience de votre environnement. Nous allons vous apprendre comment monter en vibration. Nous allons vous apprendre comment attirer ce que vous voulez. Nous allons vous apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir réussir votre mission de vie. Et voilà. Donc si vous êtes intéressé par les enseignements que nous donnons, allez dans notre site web. Vous allez voir une description brève de nos enseignements parce qu'on ne peut pas détailler. Vous savez, il y a des gens qui viennent avec ces espions-là, des gens qui viennent pour espionner, il y a des gens qui viennent tenter les autres, comme on dit souvent. Voilà, donc on ne peut pas tout détailler comme ça. Mais le chercheur, ce qu'il veut vraiment connaître,